Merci d'être fidèle sur Africa 24, deuxième partie de notre édition spéciale consacrée au procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ex-ministre Charles Blé Goudé à la Cour pénale internationale. Nous avons précédemment évoqué les charges qui ont retenues contre les deux hommes et nous avons été rejoints sur ce plateau par M. François Guina. Vous êtes président du Cercle pour l'amitié franco-ivoirienne. Merci d'avoir accepté notre invitation et nous sommes toujours en compagnie de notre éditorialiste Samuel Ngembok. Alors nous avons pu suivre la première partie de l'audience de ce jour à la Cour pénale internationale. Les juges ont présenté des preuves, des éléments de preuve contre l'ancien président ivoirien et son ancien ministre Charles Blé Goudé. Que prévoit le statut de la Cour pénale internationale pour ces différentes charges de crimes contre l'humanité qui sont retenues contre François ? Je suis président du Cercle pour l'amitié franco-ivoirienne, mais en même temps vice-président national du COJEP, qui est le parti politique de Charles Blé Goudé, chargé des affaires sérieuses. Voilà. Que prévoit le statut de Rome? Écoutez, ils ont en ce moment-là, l'audience a commencé. Le procès, il a commencé, il a démarré. L'accusation est en train de dérouler les preuves à charge et jusqu'à son terme. Et puis après, on passera par la suite à la partie qui se défend pour pouvoir présenter à son tour, si vous voulez, donner les contre-preuves de ce qu'a avancé l'accusation. Voilà. Avez-vous des précisions sur la stratégie de défense de Charles Blé Goudé ? J'ai pas de stratégie. C'est vrai que je l'ai vu samedi 23 dernier, dans sa cellule. Et j'ai aussi profité pour saluer le président Gbagbo. Ils sont prêts au combat, mais la stratégie appartient aux avocats. Ce sont eux les techniciens du droit en matière de procédure. Alors Samuel, pour certains observateurs, un tel procès pourrait durer de longues années. Qu'adviendra-t-il si les prévenus sont acquittés ? Si les prévenus sont acquittés, je pense que tout dépendra de ces derniers, de ce qu'ils vont décider de faire. Est-ce qu'ils vont décider de recourir aux droits qui leur sont réservés pour rechercher réparation ou pas du tout? Tout dépendra des intéressés. Mais en tout état de cause, sur le plan politique, ça peut avoir aussi des incidences. Et tout dépendra encore une fois à ce niveau de la responsabilité de ces intéressés et du discours qu'ils pourront tenir. Si ce sont des hommes de paix, ils pourront articuler leur discours sur les principes de paix, les principes de stabilité, les principes de cohésion, les principes de réconciliation. Et à ce niveau, peut-être qu'il n'y aurait pas d'incidence négative sur la vie politique ivoirienne. Donc tout dépendra des intéressés et de la posture et des orientations qu'ils vont prendre à la suite de ce procès. Alors il est vrai que la Cour pénale internationale est une jeune juridiction, mais y a-t-il dans sa jurisprudence des cas d'acquittement après de longues années de procédure? À ma connaissance, peut-être que je ne suis pas un spécialiste du droit pénal international pour suivre au quotidien l'actualité du droit pénal international. Mais à ma connaissance, je n'ai pas souvenir qu'une telle procédure ait été entamée à l'encontre de la Cour pénale internationale. Si je me trompe, je prendrai volontiers les remarques avec précision. Alors François, pensez-vous qu'il y a une dimension politique dans ce procès ? Je voudrais d'abord revenir à la question que vous avez posée à Samuel sur ce que le Blé Goudé et Laurent Gbagbo feront si une fois ils sont disculpés de ces charges-là. Moi, les connaissant, vous savez, le président Gbagbo a été, le procureur même l'a dit, il a été le père de la démocratie en Côte d'Ivoire. Et c'est grâce à ces actions qu'on a installé ce qu'on appelle le multipartisme, voilà, en 1990. C'est quelqu'un qui a une vision pour la Côte d'Ivoire et donc, si vous voulez, et c'est pourquoi d'ailleurs, au début de cette crise-là, il avait proposé le recomptage des voix. Et donc, le connaissant, je suis convaincu, même là déjà où il est, pour lui, il faut que la Côte d'Ivoire aille de l'avant. C'est quelqu'un qui a déjà pardonné à ses bourreaux. Il est là pour la manifestation, que pour la manifestation de la vérité. Non, il va pardonner. Et puis, c'est quelqu'un qui va rentrer chez lui à Mama pour écrire ses livres, voilà, ses mémoires.
La question précédente, François, pensez-vous qu'il y a une dimension politique dans ce procès ? Une dimension politique. Alors, si vous voulez, le procès il est parti d'une crise post-électorale qui est issue des élections présidentielles. Donc, forcément, il doit y avoir une dimension politique dans cette affaire-là. Je le dis parce que bon, logiquement, lorsque si vous voulez, lorsque on envoie des gens devant les juges, la procédure logiquement doit être contradictoire. Il y a une crise post-électorale, deux clans se sont battus, et logiquement les deux clans devaient se retrouver devant la CPI. Mais finalement, on n'a qu'un seul camp devant la CPI, le camp de Laurent Gbagbo. Et puis voilà, la procureure Bensouda, elle le dit, les enquêtes sont en train de suivre leur cours. Mais au moment où on prenait Gbagbo, au moment où on prenait Blé Goudé, je me disais qu'on pouvait aussi mettre les choses à niveau, à ce niveau-là. Donc voilà, pour moi, je ne parie pas sur la clarté de la procédure, qu'elle ne soit pas totalement politique. Voilà. Partagez ce point de vue, Samuel. Je crois qu'il faut faire une claire distinction entre la dimension politique et les responsabilités pénales. Je crois que sur ce plan, la justice pénale internationale réservera un procès, et comme c'est le processus est entamé, on voit très bien cet équilibre. J'espère que ça va continuer jusqu'à la fin et que les décisions qui seront prises seront acceptées par les parties prenantes. Il faut faire une claire distinction entre le volet politique, et même si au départ ce sont ces éléments qui ont concouru à la convocation de Laurent Gbagbo et son ex-ministre de la Jeunesse à la Cour pénale internationale. Samuel, comment expliquer que les mêmes crimes, exactement les mêmes crimes, aient été retenus contre les deux hommes? Parce qu'ils étaient... l'un était président de la République, l'autre était membre du gouvernement et très actif sur le plan politique. En fait, c'était le bras séculier en termes de mobilisation, en termes de capacité de mobilisation populaire. Et donc, à ce titre-là, je pense, du point de vue de la Cour pénale internationale, je n'en suis ni le juge, ni un des juges, ni procureur. Je pense que du point de vue de la Cour pénale internationale, ce sont ces niveaux de responsabilité d'abord gouvernementale, institutionnelle, et sur le plan politique qui ont contribué à convoquer ces deux derniers. Mais est-ce que... Alors c'est d'ailleurs moi ce que je regrette en fait dans cette affaire-là, parce que mettre côte à côte Blé Goudé et Gbagbo qui a été élu par le peuple, et Blé Goudé qui n'est qu'un simple ministre de la Jeunesse et des Sports, pour moi c'est quand même scandaleux que les deux partagent les mêmes charges. Le procureur a parlé... Oui, mais le plan commun, si vous voulez, à mon avis, c'est aussi une fois de plus l'infantilisation des Africains. Parce que ça veut dire qu'on ne respecte pas ce qu'on appelle l'organigramme d'un État. L'État, il existe. Gbagbo, il est président, il est un ministre de la Défense, il est un chef d'État-major qui, lui, a sous ses ordres des militaires. Et puis après, il y a un directeur régional de la police nationale. Il y a tout cela. Mais comprenez un individu parce qu'il a un mouvement de pression populaire, il a ce mouvement-là, qu'on dise que oui, il est intégré dans l'organigramme de répression de l'appareil de l'État, pour moi c'est ubuesque. Samuel, est-ce que la culpabilité de l'un entraînera forcément celle de l'autre? Comment on peut se poser la question de savoir si l'acquittement de l'un aboutira forcément à celle de l'autre? Je pense que chacun a ses avocats. Je crois que Blé Goudé a ses avocats et Laurent Gbagbo a ses avocats. Et les niveaux de responsabilité sur le plan institutionnel ne sont pas les mêmes. L'un était ministre et l'autre était président. Président qui est le garant des institutions, qui est le commandant en chef des armées. Donc la responsabilité, notamment sur le plan des engagements qui avaient été pris sur le plan militaire, ne peuvent en rien être attribués à la responsabilité de Blé Goudé. Alors, certains observateurs pensent que la stratégie de la procureure, en faisant comparaître Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo ensemble, est de faire en sorte que les deux s'accusent mutuellement. Vous pensez que c'est un piège dans lequel ils pourraient tomber, François ? Non, je ne pense pas, parce que, si vous voulez, chacun, à son niveau,
a fait ce qu'il avait à faire au niveau de l'État. Blé Goudé, on a vu ses vidéos tout à l'heure où il appelait les jeunes à se faire enrôler dans l'armée. Et son rôle s'arrêtait là. Et les jeunes qu'il appelait à rentrer sous les drapeaux, c'était des jeunes majeurs. On ne peut pas dire qu'il est forcé à y entrer. Et puis en même temps, quand il lance l'appel, il faut revoir la situation dans laquelle on se trouvait. Si on ne prend pas la source, les choses à la source, on fera toujours des fausses lectures de la crise qui a eu lieu en Côte d'Ivoire. On est dans une situation où le nord du pays était coupé du sud du pays, où ce rhodium avait, avec tous ceux aujourd'hui qui entourent Ouattara, avait pris les armes et avait attaqué l'État de Côte d'Ivoire. Donc on est parti de là. Et ils n'ont jamais désarmé jusqu'aux élections. Donc au moment même où ils descendaient au Golf Hotel, le QG d'Alassane Ouattara, ils étaient toujours en armes quand ils descendaient là-bas. Donc on est parti d'une situation de guerre. Ça, il ne faut pas l'oublier. Si on l'occulte, on fera une mauvaise lecture de ce procès-là. Donc c'est cela. Et Blé Goudé, ce qu'il faisait, c'était, alors, si vous voulez vous battre, allez-y sous les drapeaux et vous allez vous faire enrôler dans l'armée avant de vous battre. Il y a des gens qui ont attaqué le pays, vous allez le faire. Mais le disant, Philippe Mangou, qui était le chef d'état-major, il était libre de les accepter ou de les refuser. Donc on ne peut pas, si vous voulez, cette corrélation de dire on met Blé Goudé et Gbagbo, ils vont s'accuser mutuellement, pour moi ça n'a pas de sens. Voilà. Vous êtes d'accord, la responsabilité de Charles Blé Goudé doit se limiter au rôle qu'il a eu, le rôle de mobilisateur de la jeunesse? Tout dépend des éléments de preuve, encore une fois, et l'appréciation que tout le monde peut faire. Au vu des preuves qu'on a eues au vu des preuves, matin. au vu des preuves, je pense que la qualification revient aux juridictions compétentes. Mon sentiment personnel, c'est que s'il est impliqué dans l'organisation d'une manière ou d'une autre et que la responsabilité de la mobilisation est établie, il le répondra et il le répondra face à ce que le droit pénal réserve à de telles situations. Là où je suis un peu embarrassé sur la responsabilité ou le choix ou la marge de manœuvre du chef d'état-major des armées, c'est de dire que est-ce que il était libre d'accepter ou pas. Tout dépend. C'est pourquoi moi, franchement, j'interroge vraiment l'institution militaire. S'il est chef d'état-major des armées et qu'il obéit aux ordres politiques que lui donne le président de la République, à ce niveau, je pense que s'il y a même un criminel parmi les personnes qui ont été identifiées, c'est un des acteurs qu'il faut prendre. Et pour que ça donne une leçon à tous les officiers et les autorités militaires de savoir très bien que les décisions qu'on prend quand on reçoit un ordre politique d'un homme politique pour des missions politiques, il répondra de ses propres actes. Vous voulez réagir? Non, juste pour abonder dans son sens. Et je pense que c'est ce qui doit se faire au niveau de nos jeunes pays africains. Parce que, si vous voulez, vous êtes chef d'état-major dans un État, dans une république, et vous avez la responsabilité d'orienter votre armée et de la former. Et je pense que la seule alternative, lorsqu'on n'est pas d'accord avec les décisions politiques, c'est de démissionner. Si vous restez en poste, c'est que c'est vous qui cautionnez. Parce que c'est de votre fait que les choses se passent. Donc, qu'on le voit à côté de Blé Goudé, qu'on voit une réunion Mangou-Blé Goudé, Mangou peut dire à Blé Goudé, moi je suis chef d'état-major, si tant est que Blé Goudé lui donnait des idées de prendre les armes, enfin d'envoyer les militaires à Bobo, il peut dire non. S'il le fait, c'est parce que lui-même, il a trouvé légitime de le faire. C'est tout simple que ça, pour moi. Du rôle de l'armée, quel est l'état de l'armée aujourd'hui en Côte d'Ivoire? L'état de l'armée en Côte d'Ivoire, c'est, si vous voulez, c'est ceux qui étaient la rébellion qui a commencé en 2002 avec à sa tête les chefs d'État, enfin les chefs de guerre comme Ouattao, Chérif Foussoumane, je sais pas moi, Vecchio, etc. C'est ceux-là aujourd'hui qui dirigent l'armée de Côte d'Ivoire avec à leur tête Soumaïla Bakayoko, qui était anciennement le chef d'état-major des forces nouvelles dirigées par ce Rhodium. Donc si vous voulez, il y a une rébellion qui a commencé, il y a un coup d'État qui a commencé en 2002, qui a pris 10 ans pour arriver au pouvoir et pour accompagner Ouattara. Voilà, c'est la conclusion que moi je peux trouver. L'armée de Côte d'Ivoire aujourd'hui n'est composée essentiellement que de ces militaires qui étaient dans la rébellion depuis
depuis 2002 et qui, en 2011, se sont mis aux côtés de Ouattara. Voilà. Samuel, et comment ça se passe au jour d'aujourd'hui entre ces deux factions? Est-ce qu'il y a des tensions qui subsistent au sein de l'armée ivoirienne? Je ne partagerai pas totalement le point de vue de François parce que j'ai été moi-même plusieurs fois en Côte d'Ivoire, que ce soit à Abidjan, à San Pedro, à Daloa, un peu partout dans le pays, justement pour la formation et le renforcement des capacités de cette institution. Et dire que l'armée est essentiellement constituée des rebelles, je pense que c'est peut-être juste de son point de vue, mais dans les faits, c'est pas tout à fait cela. C'est pas tout à fait cela parce que on voit très bien que hier, la gendarmerie et la police ne se parlaient pas, alors que la gendarmerie était beaucoup plus protégée par l'ancien régime et qu'aujourd'hui, cette gendarmerie nationale travaille avec les autres composantes. Il y a un processus qui a été mis en place pour non seulement la réconciliation entre les composantes des forces de sécurité et de défense qui est en cours. Il y a des programmes de professionnalisation. Je suis d'accord avec lui qu'il y a des éléments des groupes rebelles, mais cela rentre dans le processus de stabilisation du pays où il fallait prendre certains, c'est pas non plus tous les rebelles qui ont été intégrés dans l'armée ivoirienne. Il y a avant cette intégration, cette remobilisation, il y avait une armée, il y avait des officiers, il y avait des soldats qui occupent encore leurs fonctions et qui ont aussi des responsabilités dans ce pays. Il y a au sein de la gendarmerie comme au sein de la police des gens qui appartenaient hier, qui ont accompli leur mission sous la présidence de Laurent Gbagbo et qui le font encore aujourd'hui avec beaucoup de professionnalisme. Il y a encore des défis majeurs à faire et je salue au passage peut-être les réformes qui sont entreprises, notamment dans la projection dans l'avenir de cette institution, la loi de programmation militaire, le projet de loi de programmation militaire qui est en cours et le projet de loi de programmation des forces de sécurité intérieure. Tout ceci concourt à renforcer le professionnalisme de l'armée et à identifier les menaces auxquelles la Côte d'Ivoire sera soumise au cours des années à venir. Et aujourd'hui, il faut aussi le préciser, l'armée ivoirienne arrive à envoyer des contingents à l'extérieur, ce qui contribue aussi à renforcer ce professionnalisme. Donc, il y a des défis politiques encore dans le pays. Je suis d'accord qu'il y a encore des clivages extrêmement profonds, des cicatrices qui restent très douloureuses. Et je pense qu'il faudra un peu de temps. Et encore une fois, il faut rompre avec la culture de l'immédiateté. Sur le terrain, les choses sont beaucoup plus complexes à mettre en place, à mettre en mouvement. Celui qui a gagné les élections, ou bien celui qui a pris le pouvoir par la suite, n'avait pas non plus totalement les mains libres tout au long de son premier quinquennat. Je ne suis pas partisan du tout, ni de près ni de loin, d'Alassane Dramane Ouattara, mais j'explique simplement sur le plan technique que ce sont des situations qui sont très complexes. Il est arrivé au pouvoir par des mécanismes d'alliance qui étaient difficiles à mettre en œuvre. Sa marge de manœuvre pour pouvoir organiser tout cela et poursuivre les gens dans son propre camp était très réduite. Attendons de voir comment il consolide son pouvoir et comment il va s'attaquer à la justice dans son propre camp. Alors ça, c'est la parole d'un technicien. Donc de temps à autre, il ferait mieux, enfin Ouattara ferait mieux de communiquer sur ce qui se passe. Sinon, nous, les autres, ce que nous voyons, c'est que moi, j'ai un Ouattao qui était caporal en 2000, qui aujourd'hui est colonel, lieutenant-colonel. Pardonnez-moi de vous couper, on va en revenir dans quelques instants. Mais tout de suite, je vous propose de retourner en direct de La Haye, où le procès de l'ancien président Laurent Gbagbo et de son ancien ministre Charles Blé Goudé vient de reprendre. Le 21 mars 2011, suite à l'appel de Blé Goudé, des milliers de jeunes pro-Gbagbo se sont retrouvés devant les casernes militaires à Abidjan pour s'enrôler dans l'armée. Et quand on voit les éléments de preuve dans les semaines qui ont suivi, il n'y a pas vraiment eu d'enrôlement. Mais par contre, les forces pro-Gbagbo et tous ces jeunes pro-Gbagbo ont reçu des armes à feu et ont coopéré avec la milice, les
militaires, les mercenaires, les troupes et les officiers de la FDS ont organisé la distribution de ces armes de manière parallèle. C'est ce qui a d'ailleurs contribué à une poussée de violence par ces jeunes pro-Gbagbo dans les semaines qui ont suivi. Le 26 mars 2011, M. Blé a organisé son dernier grand rassemblement. C'était place de la République, en lançant un appel aux jeunes pour qu'ils restent dans les rues. Et d'ailleurs, il y a des images, un enregistrement qui a été pris alors qu'il se rendait à ce rassemblement. Et on va vous en montrer un petit exemple et un petit extrait qui, une fois de plus, sera l'illustration de l'état d'esprit de l'accusé et sa pleine conscience du pouvoir et de l'influence qu'il avait sur ces jeunes. Et vous constaterez, je vous invite à le noter, qu'il parle des effets collatéraux, entre guillemets, de la révolution. Around the country, taking different towns. You've got armed patriots, you've got police and army who aren't necessarily getting paid because there's no money here. Aren't you worried that in a few months' time this situation is going to become out of your control? Dans une révolution, il y a toujours des effets collatéraux. Nous savons que la situation est très difficile. Je vous rappelle que tous les grands pays qui aujourd'hui ont leur liberté sont passés par là. Et qui aujourd'hui nous empêchent de conquérir notre liberté. Comme ils ont pu conquérir leur liberté. Blake Day was living up to his nickname, the General of the Streets. No, I don't think so. They're willing to move for me. Les événements qui ont suivi illustrent que les efforts concertés par l'entourage immédiat pour donner à ces jeunes des armes étaient en fait l'expression d'une toute dernière tentative pour à partir de ce moment-là, des rumeurs avançaient que Blé Goudé avait pris la fuite pour le Ghana. Et M. Gbagbo, entre-temps, s'était réfugié dans sa résidence. À 3 occasions au moins, en avril 2011, la RTI a lancé les vidéos et les messages de Blé Goudé sur antenne, encourageant les supporters et les partisans, en prétendant qu'il n'avait pas quitté le pays, mais qu'il était là où il devait être. Il encourageait les jeunes patriotes à renforcer les barrages routiers et à continuer à lutter à côté des FDS. Et en fait, dans les quelques jours qui ont précédé l'arrestation de M. Gbagbo, les autres membres de l'entourage immédiat et les membres des forces pro-Gbagbo ont utilisé la RTI pour que celle-ci relaye leurs instructions et leurs messages. Ils ont demandé à tous ceux qui étaient en mesure de le faire, même les civils, à se rendre auprès de M. Gbagbo dans sa résidence afin de servir de bouclier humain autour de cette résidence. Et d'ailleurs, les forces qui défendaient Gbagbo à l'époque et sa résidence étaient des milices et des mercenaires. Le 9 avril 2011, M. Gbagbo est dans sa résidence présidentielle et tous les membres qui étaient avec lui, de son entourage immédiat, ont émis un communiqué. Et je lis ici un extrait de ce message où M. Gbagbo exprime toute sa sympathie pour les souffrances subies du fait de Ouattara et de ses terroristes, et invitant les forces pro-Gbagbo à continuer le combat.
Donc tout était prêt pour que les événements continuent à se dérouler tels que je vais vous l'expliquer. Le 11 avril, après le bombardement du palais présidentiel, les FRCI ont arrêté M. Gbagbo et les autres membres de son entourage immédiat qui avaient trouvé refuge dans son bunker souterrain. Quand on a répandu la nouvelle de l'arrestation de M. Gbagbo, les crimes ne se sont pas arrêtés pour autant. Le plan commun a continué. Les forces loyales à M. Gbagbo ont continué leur combat dans la commune de Yopungo. Yopungo, que nous voyons ici à l'écran, qui était une place forte. Ils ont aussi attaqué les autres communes perçues comme étant plutôt partisanes de Ouattara, Mami Faté par exemple. Et les attaques se fondaient sur des motifs nationaux, religieux, politiques et ethniques. Encore une fois, ceux qui habitaient ces quartiers-là étaient de l'ethnie Dioula, des gens du Nord. Et les forces pro-Gbagbo ont attaqué les civils qui étaient en rue. C'était aussi les jeunes pro-Gbagbo, les milices, les mercenaires. Ils les attaquaient à la machette ou à la kalachnikov pour des motifs parce qu'ils étaient Dioula ou tout simplement des gens du Nord, ou ils étaient simplement perçus comme des pro-Ouattara. À Mami Faté, on a identifié par exemple le cadavre de 18 hommes qui ont été identifiés parce qu'ils étaient de l'ethnie Dioula. Et ils provenaient tous de Mami Faté. Et le 12 avril, on entendait les milices pro-Gbagbo répéter qu'ils allaient tuer tous les Dioula qui trouvaient ce jour-là. Et on les voyait perpétrer ces crimes. Des femmes ont été violées. Parfois, c'était des viols collectifs. Et dans le quartier de Mami Faté, le témoin P185, qui à l'époque était mineur, a été violé par 2 hommes pro-Gbagbo qui sont rentrés dans sa maison. Ces hommes ont emmené son père avec 2 autres hommes en annonçant qu'il allait le tuer. P185 n'a plus jamais revu son père. Et elle dit que les auteurs étaient prêts à tous les tuer. Et d'ailleurs, en français, il disait « C'est notre pays que vous voulez prendre ». D'autres femmes ont été violées devant leurs enfants. Ce jour-là, les forces pro-Gbagbo ont tué au moins 62 personnes, majoritairement des hommes, si pas uniquement, et violé au moins 8 femmes et blessé au moins 2 femmes. Et ceci étant dit, je donne maintenant la parole à Maître Massida. Je suppose que vous allez maintenant présenter la thèse des victimes et des témoins. Que je pourrais terminer mes déclarations liminaires dans les 45-50 minutes qui restent. Monsieur le Président, Madame et Monsieur les juges, 726 victimes participent à ce procès. Femmes, hommes, enfants, qui ont directement souffert des événements qui se sont déroulés en République de Côte d'Ivoire entre le 27 novembre 2010 et le 8 mai 2011. Certaines d'entre elles ont subi des violences physiques, sexuelles et ont été humiliées, portant encore aujourd'hui les traces de cette humiliation qui se traduit en autant de stigmatisation. Pour d'autres, le meurtre de ceux qui leur étaient chers, notamment membres de leur famille, est inscrit de manière indélébile dans leur mémoire. Toutes ont souffert de dommages moraux, des souffrances psychologiques, et à cela s'ajoutent, pour la plupart d'entre elles, des souffrances physiques.
Briser le silence. C'est en grande partie ce à quoi aspirent les victimes que je représente aujourd'hui. Briser le silence qui entoure les événements terribles auxquels elles ont été confrontées. Le silence comme frein à la justice, la parole comme premier pas vers l'établissement de la vérité et vers un accès à la justice. Briser le silence enfin, en mettant des mots sur des actes, en identifiant les crimes qui correspondent aux souffrances et aux dommages qu'elles ont subis, en apportant une réponse à ce qui s'est passé. Les victimes que je représente aujourd'hui témoignent toutes, à travers le récit des événements qui les ont touchées, de la nature particulièrement cruelle des crimes qui les ont accablées, mais également de leur caractère généralisé et systématique. Caractère généralisé en raison de la portée des attaques et des crimes commis. Géographiquement d'abord, tous les quartiers et arrondissements d'Abidjan ont été touchés, mais également d'autres endroits d'Aukro, Bédigoison. Caractère généralisé en raison du grand nombre de victimes occasionnées. Des familles et des communautés entières ont été touchées. Caractère généralisé ensuite en raison de l'âge des victimes et de leur sexe, sans limite et sans égard quant à la vulnérabilité de certains d'entre elles. Caractère généralisé enfin en raison de la nature des crimes perpétrés touchant l'ensemble des victimes concernées humainement, moralement, physiquement et matériellement. Certaines victimes ont été arrêtées alors que se rendaient à des marches pacifiques, parfois enlevées, torturées, détenues sans raison pendant des semaines dans des préfectures de police ou dans des centres de détention. D'autres ont vu leurs fils, filles, mères, pères, oncles, tantes, voisins, frères, sœurs, froidement abattus, quelquefois sous leurs yeux, lors d'attaques dirigées contre eux dans des lieux publics, des lieux de culte ou dans leurs maisons et propriétés. Nombreuses jeunes filles et femmes ont été victimes de violences sexuelles indépendantes de leur âge. Des communautés entières ont été obligées de se cacher pour peur d'être arrêtées uniquement à cause de leur nom de famille, de leur pays d'origine ou de leur quartier de résidence. Le Conseil supérieur des imams de Côte d'Ivoire, dans un communiqué du 30 mars 2011, dénonçait les attaques et destructions contre les mosquées et les lieux de culte musulmans et affirmait, je cite, « La crise qui mine notre pays depuis plus d'une décennie trouve sa source dans des questions d'ordre politique mal posées et mal résolues. » Fin de citation. En effet, les victimes indiquent que les attaques aux mosquées et aux lieux de culte étaient récurrentes, tout comme les meurtres d'imams. De façon non exhaustive, entre le 17 décembre 2010 et le 9 mars 2011, les victimes indiquent que les mosquées suivantes étaient attaquées. La mosquée Andokoy 3 à Abobo, la mosquée Bougounikan à Abobo, la mosquée Lem à Yopougon, la mosquée Sidessi Marché à Yopougon, la mosquée de Dabré à Alépé, la grande mosquée de Koumassi, la mosquée du Banco à Yopougon, la mosquée de Blocous à Cocody, la mosquée Fitia à Abobo,
la mosquée de Kouté à Yopougon. Entre le 8 et le 19 mars 2011, le grand imam de Bloléquin et son fils, l'imam de la grande mosquée de Port-Bouët II, l'imam de la mosquée Zaouia et son fils ont été tués. Ces attaques étaient consciemment préparées et dirigées contre des personnes de certaines ethnies considérées, à tort ou à raison, comme des partisans d'un adversaire politique qu'il fallait empêcher par tous les moyens d'accéder à la présidence. Idéologue du PDCI, parti au pouvoir à l'époque, lance un nouveau slogan. Houphouët-Boigny a été le président des Africains. Henri Konan Bédié sera le président des Ivoiriens. La construction de la nouvelle nation ivoirienne s'inscrit donc dans la distinction à établir entre les Africains d'une part et les Ivoiriens d'autre part. L'histoire de la Côte d'Ivoire bascule le 24 décembre 1999. Suite à une mutinerie qui s'est transformée en coup d'État, Henri Konan Bédié est renversé par l'armée et remplacé par le général Robert Guéhi. L'ivoirité reste utilisée dans la politique du pays pour limiter la vie sociale des Ivoiriens d'origine douteuse. C'est dans ces conditions que le 23 juillet 2000, une nouvelle constitution est adoptée par référendum. Son article 35 stipule « Tout candidat au poste de président de la République doit être ivoirien d'origine, de père et de mère eux-mêmes ivoiriennes d'origine, et ne doit s'être jamais prévalu d'une autre nationalité. » C'est en application de cet article que la nouvelle candidature d'Alassane Ouattara aux élections présidentielles de 2000 est invalidée par une décision de la Cour suprême du 6 octobre 2000.